Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Bonjour et bienvenue à cette émission d'Entre nous estivale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler avec l'auteur, compositeur, interprète Yao. C'est une personne que vous connaissez. Je pense que c'est l'un des joyaux dans le domaine musical de la communauté franco-ontarienne. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Et puis, comme tu le disais avant qu'on entre en ondes, c'est un peu comme revenir à la maison. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu ici. Oui, je sais, ça fait un petit bout de temps. Et je suis rentré, je me suis dit, et c'est fou parce que je faisais des commentaires. Mais ça a changé. Ça a changé. Ça a changé. Mais ça a changé. C'est là que tu sais que tu avais l'habitude, quoi. Définitivement. Écoute, j'ai envie qu'on reprenne un peu ton parcours. Et puis, je vais pas aller avec tout ce que tu as produit comme musique, pas forcément, mais plutôt aller avec la personne. Selon toi, c'est quoi qui fait ta particularité par rapport au domaine artistique? Je dirais ma particularité, et je m'en suis rendu compte, comme j'ai eu beaucoup de chance, je m'en suis rendu compte assez tôt. Aujourd'hui, lorsqu'on voit l'évolution de la musique, on a tendance à déplorer un manque de substance, faut se le dire. C'est de la pop bonbon, barbe à papa, souvent, qui nous est vendue, qui nous est plutôt, comme on dit, gavé. C'est vraiment le mot que j'aimerais utiliser. Et même moi, au début de ma carrière, j'ai des gérants, des distributeurs qui m'ont dit, écoute, ta musique est trop complexe, tes textes sont trop complexes, ça va pas marcher, faut que tu gardes ça kiss, keep it simple, stupid, ils me disaient, donc je leur disais. Et pour moi, en fait, ça a été une belle réalisation lorsque je me suis rendu compte qu'en fait, non seulement les gens cherchaient de la substance, de dire que je suis capable de faire de la musique qui a de la substance, mais qui bouge quand même, qui groove, qui est pop, et rajouter des nuances, faire de la musique comme j'ai eu la chance de grandir en écoutant le style de chanson que 10 ans plus tard tu réécoutes, et grâce à ton expérience de vie ou autre chose, tu comprends les choses différemment, tu comprends qu'il y avait vraiment des messages, une morale vraiment derrière cette musique-là. Et je dirais que ma plus grande particularité, ça a été les textes, ça a été de pouvoir faire des textes qui sont riches, qui sont osés, qui sont poussés, qui parle aux gens, de près comme de loin, et de pouvoir mettre ça dans un style qui est pop, qui est groovy, qui est funk, qui est soul. Et c'est qui les artistes que tu écoutais, toi? Ah ouais, moi j'ai eu la chance en grandissant, j'ai dit souvent, j'ai eu la chance d'écouter beaucoup de choses. Okay. Et je me souviens toujours, à 10 ans, je pouvais te chanter Wanna Be Started Something de Michael Jackson, comme je pouvais te chanter Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur d'MC Solar, comme je pouvais te chanter du Cassav, et comme je pouvais te chanter du Andrea Bocelli, Quand t'es partiro. Donc vraiment, okay. J'avais vraiment... j'avais pas encore le registre de voix, mais j'étais déjà dans le Quand t'es partiro. Ouais, j'étais vraiment lancé, quoi. Mais qu'est-ce que tes parents, ton entourage trouvaient par rapport à ça? Qu'est-ce qu'ils disaient par rapport à ça? Parce que tu sais, souvent, faut pas qu'on se mente, là. Dans certaines cultures, c'est comme, la musique, ça paye pas. Non, ne te lance pas là-bas. Non, je pense que moi, je suis un produit de cette culture-là, dans la perspective où je suis d'une famille super conservatrice. Voilà, donc pour nous, la musique, pendant longtemps, c'était juste un passe-temps. Voilà, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la musique pour mes parents. Voilà, ça m'amusait. Je pense que lorsque j'ai voulu sérieusement me lancer, c'est sûr que ça a créé des tensions, ça a créé des conflits. Ça m'a pris 7 ans avant de réaliser que je pouvais faire d'une passion une carrière, quand même. Mais ça a pris du temps pour mes parents d'accepter aussi que je voulais être artiste. Mais je pense que le plus important, ça a été d'avoir leur support, et pour moi, de leur montrer. Je pense que voilà. Et pour mes parents, c'était ça qui était important, je pense, dans la perspective où j'étais sérieux dans ce que je faisais. Je sais que le seul moment où mon père m'a pris au sérieux, c'est lorsque, je m'en souviens encore, c'était en 2013, et lorsque je me suis assis avec mon père et je disais, je m'exporte, je m'en vais en France, et qui me disait, qu'est-ce que je fais? Je gaspille mon temps, je perds mes diplômes, et que j'ai été capable de lui sortir une fiche Excel et lui dire, papa, voici mes revenus avec la musique en 2010, en 2011, en 2012, voici ce que je vais faire à Paris, voici l'événement, voici les rencontres, et que mon père a pu voir en fait que c'était pas juste je veux faire de la musique,
où je fais de la musique, mais que j'étais dédié, j'avais une éthique de travail, j'avais des objectifs mesurables, quantifiables, qualitatifs aussi. Donc vraiment, mon père a pu voir que je prenais ça au sérieux. Et là, ça a changé la donne un peu dans leur perspective. C'est sûr que c'est une industrie qui est difficile, c'est une industrie qui est instable à certains moments. On l'a vu avec Covid. Voilà, donc c'est sûr que ça n'a pas été évident et ça n'a pas été ok, parfait dès le début, mais aussi longtemps que j'ai été capable de travailler fort, de bâtir, de construire, de voir des retombées financières aussi pour nos parents. C'est souvent de dire, mais voilà, on a une économie autour du projet, on est capable d'en vivre, on est capable de payer des salaires, de payer des loyers, de grandir. Ce que j'entends, parce que tu es en train de dire, là, c'est il faut être musicien, oui, parce qu'on aime la musique, mais il ne faudrait pas aussi oublier le volet stratégie professionnelle, stratégie de carrière, parce qu'il y en a beaucoup qui vont se lancer. C'est ma passion. Je fais ce que j'ai à faire. Et puis, non, après, ça ne fonctionne pas, parce que tu n'avais pas de stratégie de Moi, préparer. je dis souvent, surtout quand je travaille avec les jeunes artistes, je dis, c'est important de se rappeler qu'on est dans un business. C'est l'industrie du divertissement, c'est l'industrie de l'art et de la culture. Tu vends un produit, un CD, tu vends un service, un spectacle. C'est quoi ton plan de carrière sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans? Aujourd'hui, on parle beaucoup d'artistes entrepreneurs. C'est vraiment l'idée. Tu dois entreprendre les étapes de ta carrière. Tu dois mettre en place les fondations de ta carrière. Tu dois comprendre, tu dois chercher à toujours évoluer aussi. Et ça, on le voit de plus en plus avec la venue des artistes indépendants, des artistes comme moi-même, qui au final aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai ma maison de disques, j'ai un cabinet conseil, on a d'autres activités qui se sont développées autour du projet, mais à la base, je suis un entrepreneur artistique, avant même d'être un artiste. Et souvent, je dirais même, être artiste professionnel, je rigole souvent en disant, c'est 5% talent et 95% boulot. La vérité est bonne à dire. On a déjà vu des artistes qui ne sont pas si talentueux que ça, mais qui sont extrêmement populaires. Bien entourés. Voilà, bien entourés. On a des artistes qui sont extrêmement talentueux, mais qui n'arrivent pas non plus à évoluer et à percer. Donc, à la fin de la journée, c'est de comprendre que cette composante-là est très, très importante. Tu dis ça et j'ai envie d'aller creuser là-bas parce que j'allais forcément en parler. Tu sais, il y a des artistes qui sont talentueux, mais qui n'arrivent pas à percer. Et après, ils sont les premiers à indexer l'industrie musicale. Mais ils ne se posent pas les vraies questions. Alors, pour un artiste qui commence à peine et qui a du talent, c'est quoi les premières étapes, selon toi, qu'il devrait faire? C'est une question que j'aime beaucoup et qu'on me pose souvent lorsque je fais des conférences ou je fais des centres de formation avec des jeunes artistes professionnels. Et moi, je leur réponds toujours la même chose. Je dis 2 choses. Première chose, important de définir le succès pour toi-même. Parce que t'envoies un punchline comme dit. J'adore ce que tu dis. Mais c'est vrai parce que celui qui veut vendre 1 million de copies d'albums et celui qui veut juste payer ses factures à la fin du mois ne vont pas avoir la même éthique de travail. C'est 2 processus différents. Donc déjà, de définir c'est quoi le succès pour toi-même, parce qu'on le voit, des artistes qui deviennent extrêmement populaires et qui du jour au lendemain lâchent tout, des primes et tout, parce que c'était pas ça leur définition du succès. Donc de définir déjà soi-même sa propre définition va nous donner une ligne directrice. Et la deuxième chose que je leur dis, c'est faites un gâteau. C'est-à-dire? Celui qui veut être artiste, celui qui veut être cardiologue et celui qui veut être artiste vont les 3 suivre le même processus qui est aussi simple que de faire un gâteau. Et je m'explique. Oui, je suis toute oui. Tu veux faire un gâteau, première étape, qu'est-ce que tu fais? Déjà, tu vas commencer à séparer tes œufs. Avant même de faire tout ça, tu vas commencer par décider de faire un gâteau. Oh, la décision! Et quel type de gâteau tu veux faire? OK. Bon, d'accord, je veux faire un gâteau au chocolat, parfait. Ou encore, je veux devenir cardiologue. Ou encore, je veux devenir auteur-compositeur. Super. Eh bien, prochaine étape, tu vas aller en ligne, exemple, trouver la meilleure recette, ou certains diraient la recette la plus facile pour devenir artiste, pour faire un gâteau au chocolat. D'accord? Comme tu vas aller sur Internet et dire, mais qu'est-ce que ça prend pour être un artiste professionnel ou qu'est-ce que ça prend pour être un cardiologue? Ta recette, c'est ta liste d'ingrédients, c'est ta liste de compétences. Pour être un artiste professionnel, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça, tu as besoin de ci. Comme faire un gâteau, ça va te donner la liste des ingrédients et tu vas te dire, est-ce que j'ai ces ingrédients-là? Est-ce que j'ai ces compétences-là? Si je ne les ai pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à l'épicerie, je vais aller les chercher, oui. Je vais aller à l'école, je vais aller dans un centre de formation, je vais aller prendre des études, je vais faire des cours en ligne, peu importe, mais je vais aller chercher mes ingrédients. Une fois que j'arrive à l'épicerie, on me dit, voilà, j'ai besoin d'œufs, de lait, de sucre, de farine et tout à coup, je vois le caramel. Mais dans la recette, ça ne dit pas caramel.
Mais moi, j'aime beaucoup le caramel. Ta petite sauce secrète. Eh bien, je prends le caramel, je le mets dans mon panier et j'en fais ma propre recette. Et j'aime utiliser cette analogie pour que les gens comprennent tout simplement que quand je dis c'est aussi simple que de faire un gâteau, c'est les mêmes étapes que tu vas suivre. C'est étape par étape, en fait, de dire, OK, ben là, maintenant que j'ai les compétences, je vais aller chercher les compétences. Maintenant, je mets tout ensemble. Je fais un méli-mélo et je peux me rendre compte que, bon, OK, là, quand je change mon dosage, je peux mettre plus de lait et puis ça va donner un autre type de gâteau. Et vraiment, comme ça, établir, en fait, sa propre recette. Parce que les éléments sont déjà là. Ouais. Juste le fait de pouvoir aller chercher la liste des ingrédients, la liste des compétences. Moi, ça a été quelque chose qui a été marquant dans ma carrière. Et les compétences, quand on doit aller chercher, peuvent être différentes pour chaque personne, chaque artiste. Chaque personne et chaque truc que tu veux faire. Moi, pour donner un meilleur exemple, l'une des meilleures ressources sur lesquelles je suis tombé, c'est le Centre canadien, le Conseil canadien des ressources humaines du secteur culturel. OK. Je suis tombé sur ce site Internet et ils avaient des pamphlets sur, littéralement, c'était comme des checklists de voici c'est quoi un gérant d'artiste, voici ce qu'il a besoin de connaître, voici ce qu'il a besoin de savoir faire, voici c'est quoi un éditeur, voici et avec cette liste-là, en fait, pour moi, c'était comme si j'avais ma liste d'ingrédients, c'était magnifique, j'étais là, je regardais ça, je me disais, ah ok. Et au début de ma carrière, lorsque je rencontrais un gérant d'artiste qui voulait travailler avec moi, je prenais littéralement cette feuille et je lui montrais, je dis, est-ce que tu confirmes que tu as ces compétences-ci et que tu sais faire ça? La personne me dit oui, je dis parfait, on va mettre ça en annexe du contrat que je signe avec toi. Wow. De manière à ce que si, à un moment donné, je me rends compte que tu ne fais pas ça. Je peux sortir de ce contrat-là de manière très simple en disant, mais tu ne remplis pas tes obligations. Tu m'as dit que tu es un gérant d'artiste selon ça, selon cette fiche. Voici ce qu'un gérant d'artiste est capable de faire et est censé savoir. Si je me rends compte que tu ne le fais pas et que tu ne le sais pas, ces trucs-là, je peux dire, et voilà, tu es en bris de contrat. Tu me sors de toutes les questions que j'ai préparées. J'aime ça. Et là, tout ce que tu es en train de partager, là, ça me fait penser qu'il faut apprendre à payer le prix. Payer le prix dans le sens où non, tu ne vas pas te tuer forcément à la tâche. Non, je ne parle pas de ça. Mais même pour son équipe, payer le prix aussi de savoir, oui, je travaille avec un gérant, mais je veux savoir exactement ce que fait un gérant. Alors, il faut que je fasse des recherches parce que je ne veux pas travailler avec n'importe qui. Et je pense que c'est ce qui arrive à beaucoup d'artistes qui sont nouveaux dans le domaine. Là. Et, oui, tu fais de la bonne musique, je vais t'aider dans les 2 prochaines années. OK. Parce que j'ai juste envie d'avoir une ouverture. Ouais. On ne réfléchit pas. Ce que je vais renchérir ton point en disant, ça permet aussi une meilleure gestion des attentes. Moi, ça a été l'élément le plus important lorsque j'ai travaillé avec un booker à un moment. Et j'oublierai jamais, un booker d'ailleurs franco-ontarien, José Bertrand, GKB Communication, que j'adore énormément. Et pourquoi j'en parle et ouvertement, la première année que j'ai signé avec lui, on a eu une conversation à la fin de l'année. Et cette conversation-là a été marquante pour notre relation pour les années qui ont suivi. Parce qu'à la fin de la première année, il avait seulement été capable de me trouver une dizaine de spectacles en tant qu'agent de spectacle. Et pour lui, c'est... Voilà. Et il est venu me voir en me disant, non, il faut que je comprenne et tout, que oui, vraiment, là, on a des objectifs et tout, il faut que je lui donne l'autre année. Je l'ai regardé calmement et je lui ai dit, pas de problème. Il m'a regardé surpris. J'ai dit, je sais ce que ça prend pour être un agent de spectacle. Je comprends le travail que je te demande et je sais que tu ne peux pas le faire en une année. Je sais que je ne peux pas m'attendre, dès que j'ai signé avec toi, d'avoir 50 spectacles dans la prochaine année. Wow. Je comprends ça. Et du fait que je comprends ça, je suis complètement d'accord qu'effectivement, notre contrat continue sur les 2 prochaines années comme on avait prévu, nonobstant le fait que oui, on n'a pas atteint les résultats qu'on s'était fixés. Mais je sais qu'on a un plan. Et ça a changé la dynamique avec lui et moi parce que justement, de son côté, il s'est dit, OK... C'est une collaboration, c'est pas tu travailles pour moi. Oui. L'artiste qui est face à moi comprend mon rôle, comprend ce que je suis censé faire et ça permet une gestion des attentes. Si je n'avais pas cette compréhension-là, c'est sûr qu'après la première année, 10 spectacles seulement, je l'aurais regardé en me disant, mais non, c'est pas un bon gérant, c'est pas un bon agent de spectacle, il n'est pas capable de me trouver des shows. Mais c'était pas ça la dynamique. Écoute, tu as donné trop d'astuces pour qu'on puisse continuer là. Non, je veux plus quand tu donnes. On va plus parler de ça. Parce que là, je pense que s'ils ont besoin d'autres astuces, là, ils vont à la conférence, à tes conférences que tu... Non, c'est bon, là. On va prendre une pause et juste après, on va rentrer maintenant dans ton domaine musical. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bon
Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous Estival, toujours avec l'auteur-compositeur-interprète Yao qui nous fait le plaisir de nous partager des pépites, surtout pour les nouveaux artistes qui ont envie de percer dans le domaine musical. Écoutez, dans la première partie de cette entrevue, là, on vous a partagé des astuces, des conseils incroyables pour quelqu'un qui est depuis combien de temps déjà en carrière? Si on compte depuis le premier album. En fait, avant, je dirais officiellement 2006, premier spectacle payant. Ouais, ça fait. On s'en rend compte plus tard, en fait. Oui. Au final, tu rentres dans le processus, tu travailles, et à un moment, tu prends un pas de recul, tu dis, c'est fou quand même. Je viens de loin, hein? On a des années de carrière. J'ai des photos de moi, gamin, sur scène, à mes premiers spectacles, l'Alliance française d'Ottawa, la fête de la musique, le Z-Show Festival. Et on était encore au secondaire, mais professionnellement, le premier album jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a grandi, comme on dit. Hey, on a grandi dans cette industrie. Là, quand on part sur ton site web, yaomusique.com, là, quand on regarde les différents albums, on sait, OK, c'est ce jeune-là qui est devenu ce monsieur-là. C'est comme, on voit tout de suite l'évolution, on voit tout de suite que je vais pas dire que tu changes de vase, mais tu mûris. Ouais. Tu mûris dans le processus et c'est visible sur le site web. Tu parlais en premier, avant la pause, du fait que dans la musique actuelle, il y a un manque de substance. Et pour ma part, ça c'est mon opinion, je pense que ta particularité à toi, c'est cette sensibilité-là que tu apportes dans ta manière de transmettre ton message. Tu ne chantes pas, tu parles avec ton corps. Il y a ça aussi, je sais pas. Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que en tant qu'artiste, tu te fais une idée de ce que tu veux que le public perçoive. Est-ce que le public va recevoir aussi? Ressentir aussi. Voilà. T'es fort pour ça. Et on fait beaucoup de travail pour aller dans cette perspective-là aussi. Effectivement, j'estime avoir basé ma démarche artistique dans l'authenticité. Et je pense que c'est là où les gens viennent vraiment se retrouver dans ce que je fais. Il y a une vulnérabilité, il y a une authenticité que je cherche à livrer. Je dis souvent, les gens qui écoutent ma musique apprennent à me connaître. Je mûris, je grandis, voilà, je change d'avis. Je suis un peu comme tout le monde dans le processus et de dire comment est-ce que je partage mon humanité, mon universalité. Et ça, de manière très personnelle et de manière très technique aussi, je l'explique des deux sens parce que je me dis, en faisant quelque chose qui est authentique à moi, je peux le faire longtemps. Je ne joue pas de personnage. Merci. Mon nom d'artiste, c'est Yao. Mon nom complet, c'est Yaovi. C'est comme John et Jonathan. Voilà, je ne joue pas de personnage. Donc, je peux me permettre d'être moi-même. Et ça, je peux le faire pendant très longtemps. Je peux le faire jusqu'à mes 50 ans, jusqu'à mes 60 ans. Et ça marche, ça fait du sens. Et les gens grandissent avec moi. Et de l'autre côté, de manière un peu plus technique pour les artistes, je leur explique aussi qu'on a souvent tendance à dire qu'on veut faire un hit. Tout le monde veut faire un hit. Ce qui, en marketing, on va te dire que tu essaies de rejoindre la masse populaire. En psychologie, on va te répondre que tu essaies plutôt de rejoindre la conscience collective. Mais qu'est-ce qui crée le collectif? C'est l'individu. C'est l'ensemble de nos individualités qui crée le collectif. Donc moi, j'aborde cette approche-là en me disant, en allant puiser dans mon individualité,
je vais être capable d'aller rejoindre l'individualité de l'autre. Définitivement. Et la vulnérabilité, dans ton sens, pour toi, ce n'est pas une faiblesse et c'est une force. Quand vulnérabilité part avec authenticité. Et je pense que ça, c'est ça qui manque à beaucoup d'artistes parce qu'ils veulent éclore, là, faire des hits qui font bouger. Mais c'est quoi ta substance dans ce que tu transmets? Qu'est-ce qui fait que, moi je dis toujours, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque j'écoute, et je travaille avec beaucoup de jeunes artistes où des fois je fais des tests avec eux, je m'assois en voiture et je leur dis, et je travaille avec un artiste par exemple il n'y a pas longtemps qui me disait, voilà, il fait de la musique pop latine. J'ai dit parfait, j'ai mis une playlist Spotify. J'ai commencé à jouer la playlist. Première chanson, il dit ouais, tu vois ça c'est comme mon autre chanson là. J'ai dit ouais. Prochaine chanson. Il dit ouais, tu vois c'est comment je fais là. J'ai dit ouais. Troisième, quatrième, cinquième, à la 6e chanson, je lui demande les 6 premières chansons qu'on vient d'écouter. Quels sont le nom des artistes ou le titre des chansons? Et là il bloque. Et je lui dis tu vois, qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il y en a un qui t'a interpellé? Il me dit non. Je dis c'est ça le problème. Qu'est-ce qui fait que moi, si je mets cette playlist tout de suite, je vais m'arrêter sur ta chanson et dire oh, c'est qui? Ou oh, c'est quoi le nom de cette chanson? Il faut créer ce Qu'est-ce qui va venir me chercher? Donc, qu'est-ce qui te différencie de tous ces autres artistes? Aujourd'hui, sur les plateformes, on se rend compte, les statistiques te le donnent, il y a 100 000 nouveaux titres qui sont ajoutés sur les plateformes par jour. Et boy, c'est beaucoup. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu sors déjà ton titre, tu es au milieu de 100 000 personnes en train de lever la main, de dire écoutez-moi, écoutez-moi. Demain, il y en a déjà 200 000. En 10 jours, il y a 1 million d'autres chansons sur les plateformes. Qu'est-ce qui fait que ta chanson, je devrais l'écouter? Alors, selon toi, ça, c'est une question de technique. Et puis, c'est parce que je suis gentille que je vais demander ça à Yao. On devrait commencer comment? Avec du bruit ou bien... Comment on devrait aller chercher quelqu'un quand la musique commence, selon toi? Un conseil vite fait comme ça, Moi, selon un conseil vite fait, c'est de comprendre l'objectif de ce qu'on essaie de faire comme chanson. C'est quoi l'objectif de cette chanson-là? Si c'est l'objectif de la chanson, c'est qu'est-ce qu'on veut que la personne ressente et de se concentrer sur ça. Et si à la fin d'avoir créé cette chanson, on est capable d'avoir touché le sentiment qu'on essayait, et bien le reste, que ce soit en termes de structure, quand on parle de radio, il faut une certaine structure, etc. Il faut le refrain dans les premières 30 secondes et tout. Tout ça, c'est des technicalités. Le plus important, c'est le ressenti. Est-ce que dans les premières notes de la chanson, je suis capable d'aller donner un aperçu de l'émotion que je veux que la personne ressente. Et je donne un exemple très simple. Hello de Adèle. Oui. OK, j'ai respiré, donc ça me touche. Bingo. Ouais. Dans les premières notes, on sait exactement l'émotion qu'on est censé ressentir. Ça me dit tout. Ça me dit, OK, oui, si je suis dans ce vibe, entre guillemets, je veux continuer à écouter cette chanson-là. Et c'est ça, mettre le doigt dessus sur l'émotion te permet de faire des bonnes chansons. Des bonnes chansons, surtout, qui vont perdurer dans le temps. Parce qu'on n'est pas sur un style, on est sur une émotion. Et ça, c'est universel. Ça, tout le monde peut le ressentir. Céline Dion, la chanson du Titanic, My Heart Will Go On, il y a combien de personnes, combien de personnes n'ont jamais vu le film, ne comprennent même pas l'anglais, mais dès que la chanson commence... Ils sont au courant que c'est la chanson. Michael Jackson a fait pleurer le monde entier à sa mort, alors qu'il y en a qui l'ont jamais même rencontré ou qui n'ont jamais même compris ses chansons. C'était quoi son objectif? L'émotion. On a tous déjà écouté de la musique dans des langues qu'on ne comprenait pas, mais on aimait quand même. Oh, tu le dis, là, ça me fait tellement plaisir parce que, tu sais, je comprends rien au Yoruba ou des langues du Nigeria, mais souvent, j'écoute, ou bien même le Lingala, qui vient du Congo, et souvent, j'écoute des musiques, ça me donne des frissons. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Moi, j'ai eu cette réalisation-là très jeune, parce que je devais avoir 12 ans. Je devais avoir 12 ans, et j'ai été interpellé par la chanson Changes de Tupac. Et je ne parlais pas anglais. Et c'est la première chanson qui m'a poussé à vouloir aller comprendre qu'est-ce qu'il disait. Et je me suis rendu compte de cette universalité-là et je me suis dit, OK, quand j'ai décidé de faire de la musique, c'est là où je voulais aller. Aller créer quelque chose qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, le plus important, qu'on le ressente. J'écoute du Xavier Naidoo, il chante en allemand, j'ai aucune idée de ce qu'il dit, mais j'aime quand même. J'écoute du Richard Bonnat, je comprends pas ce qu'il dit, mais Yala est l'une de mes chansons préférées au monde. Donc en fait, c'est vraiment cette réalité-là et de se dire, OK, c'est pas juste le style, c'est pas juste que ça bouge, c'est pas juste si, c'est quel est l'objectif ou l'émotion que la personne voulait que tu ressentes. Et ça va dans tous les sens. Hein. C'est que ce soit pour te faire danser, que ce soit juste une chanson qui commence puis t'es en mode ouh,
OK, Oui, oui. OK, tu comprends rien. Mais Kassav l'a fait pour le monde entier avec le zouk. Oui. Bon, j'étais jeune, je parle pas créole, mais j'étais à Abidjan en train de danser sur du Kassav, là. C'est plus tard que tu comprends et tu dis, ah, you know, zouk là, c'est là, me dit, comment on lit, tu comprends rien de ce qu'il raconte, mais tu chantes, tu danses, t'es là, ouais, mais tu comprends le vibe, tu vois. Et moi, j'estime qu'une bonne chanson, c'est ça, avant même la technicalité des structures. Une autre pépite que je retiens de qu'est-ce que tu viens de dire, et je vais vous la partager aussi, c'est qu'il faut avoir une oreille musicale. Et puis, il ne faut pas être fermé sur le style de musique qu'on a envie de produire, mais être ouvert à toute forme de musique pour apprendre et puis peut-être, pourquoi pas, modifier qu'est-ce qu'on a envie de produire. Ah oui, moi, ça a été... j'ai eu beaucoup de chance, j'écoute beaucoup de musique, de différents styles, de différents univers. Et je pense que le plus marquant pour moi, ça a été mon album de 2013. Pourquoi? Oui, c'était 2013. 2013 ou 2016 2013. C'était quoi 2013, le titre? je crois. Perles et paraboles en 2013. Oui, 2013. Où j'avais été... Nominé plusieurs fois. Et de 2013 à 2016, ça a été à l'album de 2016, Lapsus, ça a été une vraie réalisation de me rendre compte que je devais sortir de mon univers musical, en fait. Plus de créativité venait lorsque j'étais exposé à des choses que je ne connaissais pas nécessairement. Parfait. Et ça, je l'ai remarqué. À un moment, je suis rentré en studio, et c'est un exemple parfait. Je suis rentré en studio et je travaillais sur une chanson. Je travaillais sur la chanson Hirondelle. Et lorsque j'ai fini la chanson, je suis rentré en studio. Mon réalisateur, Sonny Black, à l'époque, il m'a dit « Ouais, c'est bien, mais il y a quelque chose qui manque. » Je dis « Quoi ?» Il dit « Je sais pas, il y a quelque chose qui manque. » Et là, pour un artiste, ça te... Ben oui. Donc là, je repars, je retravaille la chanson, je reviens le lendemain en studio. Il me dit « Ouais, non, c'est bien, mais qu'est-ce que tu essaies de dire? Je le ressens toujours pas. » OK, je repars, je travaille, je reviens. Il me dit « Ah là, il y a trop de texte. » Il m'a fait retravailler ce truc au moins 5-6 fois. Et un jour, il m'arrive et me dit « Tu sais quoi, tu connais Gainsbourg ?» Je dis « Ouais. » Il me dit « Tu connais bien Gainsbourg ?» Je dis « Relativement. » Plus ou moins, oui. Il m'a sorti le coffret collection de Gainsbourg au complet. Il m'a mis sur la table. Il dit « Je veux que tu écoutes ça, les 25 CD, du début à la fin. » Je dis « OK. » Et il dit « Quand une fois que tu as fini d'écouter tout, je veux maintenant que tu écrives cette seule chanson. » Et tu as réussi à le faire. Et j'ai pris le temps. J'ai dit « OK. » J'étais en studio que pour ça. J'étais au studio. Quand je rentre en période de création, c'est que c'est un boulot pour moi. Lundi au vendredi, je suis au studio. 3 heures par jour. Je rentre au studio 3 à 6 heures par jour. Je rentre, j'enregistre. Je rentre à la maison, je travaille, j'écris, je compose, je repars en studio. Donc c'est un boulot. Donc j'ai pris le coffret collection, je suis rentré et voilà, et je me suis assis, j'ai écouté du début à la fin pour pouvoir comprendre l'émotion que j'essayais de faire passer à travers ces seules chansons. Et comment en 8 phrases seulement, je pouvais réussir à faire passer cette émotion-là. Et ça a été d'aller écouter Gainsbourg, d'aller écouter le coffret collection de Gainsbourg, qui est super éclectique aussi. Et pour juste comprendre comment livrer le message de cette seule chanson. Et ça, c'est un beau travail. Et 2016, ça a été la même chose aussi avec l'album et je me rappelle, je restais loin de tout ce qui pouvait influencer mon style. C'était assez drôle parce qu'il y avait Racine Carrée de Stromae qui était sorti à ce moment-là. Et je me suis empêché d'écouter son album jusqu'à ma dernière session de studio. Juste pour que tu puisses rester groundé dans qu'est-ce que tu étais en train de produire. Il va nous rester 3 minutes. Là. Écoute, j'ai pas envie de manquer cette question-là. C'est quoi l'énergie? D'où est-ce que tu tiens cette énergie-là que tu as quand tu es en spectacle? Parce que tu n'es pas la même personne. J'ai l'impression que tu es dans une sorte de transe. C'est la première fois que j'ai vu en spectacle. Écoute, j'avais des frissons partout. Parce que c'est une mise en scène incroyable. Ah, merci. Oui. Je suis une autre personne. Je suis une personne de scène. La meilleure réponse que je peux te donner, je dirais, mes musiciens et moi, nous sommes au service de la chanson. Je ne suis plus là pour... Je suis là pour une seule raison à ce moment-là, c'est de livrer cette chanson-là, de livrer cette émotion-là. Et les musiciens, on est tous d'accord là-dessus, et ce qui est nécessaire pour le faire. Et j'aime beaucoup l'expression anglophone qui dit « live show ». C'est-à-dire l'idée de donner vie à la musique, make it alive, et ensuite de show me, montre-moi. Donc je dis, si les gens veulent écouter l'album, ils vont rester à la maison. Donc quand les gens viennent en spectacle, je vais leur donner une expérience. Je vais leur faire vivre quelque chose. Et là, à ce moment-là, je comprends que je suis au service de cette chanson, de cette émotion, du message, et la mise en scène, la scénographie, la livraison, tout vient justement dans ce seul objectif de dire, si je veux que tu souris, tu souriras. Si je veux que tu pleures à la fin de cette chanson, tu pleureras. Tu vas pleurer.
Et oui, j'ai pleuré. C'était pas gentil, mais j'ai pleuré un peu. Je sais plus c'était à quelle chanson là. Mais tu t'en souviens, oui, tu sors du ça. spectacle, Je sais que j'ai pleuré, tu m'as traumatisée. C'est pas pareil de le voir à la télé en spectacle, te voir en spectacle à la télé que te voir en personne. Là. Fait que je vais inviter les gens à aller suivre ces réseaux sociaux pour voir quand est-ce qu'ils passent dans votre ville. À propos de ça, pour l'automne, est-ce qu'il y a des scoops pour nous? Oui, on a quand même, là, on continue la tournée. On est à 70 spectacles dans 10 différents pays déjà, donc depuis les 15 derniers mois. Et bravo. On revient dans la région officiellement début cet automne. Quelques spectacles, le MIFO, garder un œil sur le Centre des Arts Shankman à Orléans aussi, le Centre national des arts aussi. On est en train de retravailler sur des projets et beaucoup d'autres beaux projets que j'invite les gens à suivre sur Yahoo Musique. Écoute, merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'écouter tes conseils. Déjà, je ne suis pas artiste, mais aujourd'hui, là, je peux me targuer que je peux apporter quelque chose à un artiste. Et puis, écoute, je te souhaite bon succès, bon repos surtout. Merci. Parce que tu dois te reposer pour un mois. J'espère que tu vas profiter. Là, je suis là. OK. Et pour vous autres,